Il y avait un accord concernant un financement de 90 milliards pour l'Ukraine, mais la Hongrie y participe-t-elle ou non? Réponse: la Hongrie s'en retire totalement. Je pense que c'est une mauvaise décision. Tous les autres, à l'exception des Tchèques et des Slovaques, estiment que c'était une bonne décision. Pour moi, c'est une décision extrêmement mauvaise, qui rapproche l'Europe de la guerre. Viktor Orban vient de lâcher une bombe diplomatique qui secoue les fondations de la politique européenne. Le Premier ministre hongrois a arraché le masque et révélé quelque chose qui pourrait faire s'effondrer tout le récit occidental sur l'Ukraine. Depuis près de 4 ans, on vous raconte une histoire simple. Un héros en vert luttant contre un méchant venu de l'Est. Mais que se passe-t-il lorsque le dirigeant en poste depuis le plus longtemps en Europe regarde la caméra et déclare que l'empereur est nu? Le silence de Bruxelles est assourdissant. Ursula von der Leyen se tait. Donald Trump observe, attendant son moment pour remodeler l'échiquier géopolitique mondial. Orban n'a pas seulement critiqué la guerre en Ukraine comme une entreprise coûteuse et vouée à l'échec, guidée par une politique occidentale irréaliste. Il en a exposé le véritable prix. Les contribuables occidentaux financent une guerre qui a déjà coûté près de 200 milliards de dollars à l'Europe. Selon lui, l'Ukraine ne peut pas vaincre la Russie militairement. Il accuse directement la direction de l'Union européenne, notamment Ursula von der Leyen, de mener une stratégie mal calculée qui entraîne le déclin économique de l'Europe. Il met en garde contre une catastrophe politique et économique à long terme, bien au-delà du champ de bataille. Si l'argument d'Orban gagne du terrain, cela pourrait signifier quelque chose de bien plus grave, l'effondrement du consensus OTAN-UE sur l'Ukraine. On vous a dit que l'unité était incassable. On vous a dit que la victoire totale était inévitable. Mais cette illusion brûle aujourd'hui. Le moment choisi par Orban est stratégique. Le Conseil européen est paralysé depuis des mois. L'Allemagne traverse une instabilité économique profonde et la France une crise politique majeure. L'économie allemande saigne. Volkswagen met fin pour la première fois en 88 ans à la production dans une usine allemande. Le géant chimique BASF déplace ses opérations vers la Chine. La France est plongée dans l'incertitude politique depuis la dissolution surprise du Parlement. Il décrit le gouvernement de Kiev non pas comme un partenaire stratégique, mais comme un puits financier sans fond. Il qualifie les plans de financement européens, notamment le prêt de 90 milliards d'euros, de catastrophe financière. Plus controversé encore, Orban affirme que Zelensky ne décide plus réellement. Il le décrit comme un acteur de scène, un simple symbole, piégeant l'Europe dans ce qu'il appelle un pacte suicidaire ou une marche vers la guerre. Il a même déclaré que l'Europe s'attachait à un cadavre politique. La salle est devenue silencieuse. Orban n'attaque pas seulement Zelensky, mais toute la logique du projet européen mené par Ursula von der Leyen, qu'il qualifie de trahison structurelle de la souveraineté européenne. Les chiffres sont clairs. L'Union européenne et ses États membres ont mobilisé près de 200 milliards de dollars d'aide financière, militaire et humanitaire depuis le début de l'invasion. Orban affirme que l'Ukraine ne pourra jamais rembourser ses prêts. Résultat, selon lui, une destruction lente de la prospérité européenne, tandis que les citoyens voient leurs factures d'énergie exploser et leurs économies se contracter. Il affirme que si un pays est entièrement financé par d'autres, armée, administration, retraite, alors il n'est plus souverain. Ce n'est pas un jugement moral, dit-il, mais un fait financier. Orban est aujourd'hui le seul dirigeant européen à maintenir un dialogue ouvert à la fois avec Moscou et avec l'entourage de Trump. Il se positionne comme un pont diplomatique entre le Kremlin et une possible seconde administration Trump. Selon lui, les partenaires de l'autre côté de l'océan ont déjà tourné la page. C'est un signal clair du retour de la doctrine America First. Orban suggère aussi que le soutien interne à Zelensky au sein même de l'armée ukrainienne commence à se fissurer. Il évoque une corruption incroyable dans la distribution de l'aide. Pendant que les usines ferment en Allemagne et que les travailleurs manifestent en France, l'UE privilégie un État non membre au détriment de ses propres industries. Orban qualifie cela de trahison ultime. Il décrit les demandes constantes de Zelensky comme une extorsion déguisée en diplomatie.
Selon Orban, les véritables négociations se déroulent désormais entre Washington et Moscou, laissant Kiev isolé. Il met en garde contre l'effondrement démographique et infrastructurel de l'Ukraine, ainsi que contre une dette impossible à rembourser qui pèsera sur des générations. 3 pays, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque, ont refusé de participer à certains mécanismes de financement. Orban affirme « Nous sommes innocents ». Il affirme que la Hongrie vit déjà cette réalité. Avec une croissance économique soutenue, des investissements étrangers massifs et un contrôle strict de la sécurité intérieure, son pays se présente comme la preuve vivante qu'il est possible de réussir sans se soumettre à Bruxelles. Pour ses partisans, la Hongrie devient un laboratoire politique, un modèle alternatif face à ce qu'ils perçoivent comme l'échec du système actuel. Mais la question cruciale demeure, qui suivra? La Pologne, l'Italie, peut-être même la France oseront-elles emprunter cette voie? Les fissures qui apparaissent aujourd'hui à Bruxelles deviendront-elles une faille capable d'engloutir l'Union telle qu'on la connaît? Orban en est convaincu. L'avalanche a déjà commencé. La consultation nationale lancée en Hongrie n'est que la première pierre lancée du sommet de la montagne. Et il lance un défi ouvert à l'Europe. Ce combat, dit-il à son peuple, n'est pas seulement celui de la Hongrie, c'est le combat de l'Europe tout entière. Le choix est désormais clair et brutal. Se soumettre à un pouvoir centralisé qui a perdu le contact avec ses citoyens, ou reprendre sa souveraineté et bâtir un nouvel ordre européen fondé sur la liberté et la responsabilité nationale. Selon Orban, le peuple est prêt. Le vent a tourné. Et pour la première fois depuis longtemps, Bruxelles se retrouve isolée. L'issue reste incertaine, mais une chose est indéniable. Viktor Orban a forcé l'Europe à affronter une question qu'elle ne peut plus éviter. Le temps des illusions est révolu. Les lignes de front sont tracées. Et l'avenir de l'Europe se joue maintenant. Le brasier allumé par Viktor Orban en Hongrie ne se limite plus à ses frontières nationales. Il s'étend désormais à travers l'Europe comme une onde de choc politique, réveillant des peuples longtemps réduits au silence. Ce qui avait commencé comme une victoire juridique, apparemment technique, s'est métamorphosé en une confrontation frontale avec Bruxelles, puis en un choix civilisationnel pour tout le continent. En Pologne, la solidarité avec la Hongrie se renforce de jour en jour. En Italie, en France, aux Pays-Bas, les forces politiques critiques de l'Union européenne gagnent du terrain. Même en Allemagne, longtemps considérée comme le cœur battant du projet européen, la foi dans les élites technocratiques s'effondre lentement, mais inexorablement. Orban pose désormais la question que Bruxelles redoute par-dessus tout. Non pas si l'Union européenne peut survivre, mais quelle légitimité elle peut encore revendiquer. Pour lui, la réponse est sans ambiguïté. Le rêve d'un super-État européen centralisé est mort. Ce projet, affirme-t-il, s'est effondré sous le poids de sa propre arrogance, parce qu'il a été construit contre les peuples au lieu d'être construit avec eux. Il n'a pas uni l'Europe, il l'a fragmentée. Il n'a pas protégé les citoyens, il les a exposés. Il n'a pas renforcé la démocratie, il l'a vidée de son sens. À la place, Orban appelle à la naissance d'une Europe des nations, une Europe composée d'États souverains, fiers de leur identité, libres de choisir leur avenir et responsables devant leurs propres citoyens. Une Europe où la coopération repose sur le consentement volontaire et le respect mutuel, et non sur la contrainte, la menace ou le chantage institutionnel. Une Europe où les décisions fondamentales ne sont plus imposées par des structures éloignées du peuple, mais débattues, votées et assumées au niveau national. Selon Orban, c'est la seule voie capable de restaurer la confiance brisée entre les citoyens et les institutions. La seule voie pour garantir la stabilité économique, la sécurité intérieure et la cohésion sociale. Il affirme que la Hongrie incarne déjà ce modèle alternatif. Croissance économique, investissement étranger massif, contrôle strict des frontières, sécurité dans les rues. Pour ses partisans, la Hongrie devient la preuve tangible qu'un autre chemin est possible sans soumission aveugle à Bruxelles. Mais la question décisive demeure suspendue au-dessus de l'Europe. Qui osera suivre? La Pologne, l'Italie,
La France elle-même, pilier historique de l'Union, finira-t-elle par rompre avec le dogme centralisateur? Les fissures visibles aujourd'hui au sein des institutions européennes deviendront-elles une faille irréversible, capable d'engloutir l'Union telle qu'elle existe aujourd'hui? Orbán en est convaincu. L'avalanche a déjà commencé. Ce qui se passe en Hongrie n'est que le premier mouvement d'un bouleversement bien plus vaste. La consultation nationale qu'il a lancée n'est pas un simple outil politique, mais un symbole. Le symbole d'une Europe où les citoyens reprennent la parole, où le peuple n'est plus un figurant, mais un acteur central. Et Orbán adresse désormais un défi ouvert au continent. Ce combat, affirme-t-il, n'est pas seulement celui de la Hongrie, c'est le combat de l'Europe tout entière. Le choix est désormais clair, brutal et inévitable. Soit l'Europe continue sur la voie d'un pouvoir centralisé, éloigné des réalités, sourd à la colère populaire. Soit elle choisit de rendre la souveraineté aux nations et de bâtir un nouvel ordre européen fondé sur la liberté, la responsabilité et la démocratie réelle. Selon Orbán, les peuples sont prêts. La peur a changé de camp. Le vent a tourné. Et pour la première fois depuis des décennies, Bruxelles apparaît isolée, assiégée par la contestation qu'elle a elle-même engendrée. L'issue reste incertaine, mais une chose est désormais indiscutable. Viktor Orbán a contraint l'Europe à regarder en face la question qu'elle ne peut plus éviter. Le temps des illusions est terminé. Les masques sont tombés. Les lignes de fracture sont visibles. Et l'avenir de l'Europe, plus que jamais, se joue maintenant.